Francis. Bonjour, Alex. Ouais, on continue de garder un œil sur le prix du baril de pétrole depuis la reprise des hostilités au Moyen-Orient. Puis moi, je fais toujours même le même exercice en m'en venant ici le matin. J'observe un peu la tendance du prix du litre d'essence. Ça a encore une fois augmenté depuis hier. Là. On frôle le 2 $. Ça va franchir le 2 pour le litre d'ordinaire et le diesel, évidemment, est dans les 2,20, 2,30 et ça risque de continuer à progresser suite, évidemment, comme tu le sais, là, à cette attaque de 2 pétroliers saoudiens dans la mer Rouge. Donc, tu sais, les gens qui se représentent, t'as une espèce de carré là, qui est la péninsule là, Persique, là, puis en haut, tu as évidemment le golfe Persique, puis le détroit d'Ormuz qu'on commence à connaître, mais au sud, c'est-à-dire en bas de cette image mentale que vous faites, il y a la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Ça, c'est un nouveau nom qu'on entend depuis quelques jours. Ça, mémorisez-le, les amis, parce que ça risque d'être souvent dans l'actualité. Et donc là, on a bloqué en haut, grosso modo, et là, les Houthis, qui sont un groupe là, qui contrôle l'ouest du Yémen, ils ont décidé, eux, que les Saoudiens ne pouvaient plus essentiellement exporter via le sud, donc via ce cours d'eau. Qui était comme le plan B. Ils avaient dit, ils avaient prévenu qu'ils faisaient un blocus. Les Saoudiens ne l'ont pas respecté. Ils ne reconnaissent pas cette autorité aux Yéménites. Et donc, ils ont envoyé des bateaux comme si de rien n'était. Et donc, il y a eu cette attaque. Et donc là, aujourd'hui, ce que ça donne, c'est un baril à 98 $, là, qui est le Brent. Et donc, c'est clairement là, dans la mauvaise direction. Puis, on ne voit toujours pas. J'écoutais Marco Rubio et tout ça. Tout le monde continue à se lancer de la boue, là, grosso modo. C'est toujours la faute de l'autre. Puis, évidemment, les Iraniens qui disent que c'est les Américains qui ont commencé. Je suis pas ici venu faire le juge là, de quoi que ce soit. Mais chose certaine, on ne sent pas qu'il y a une accalmie à l'horizon prochaine. Et donc là, on pourrait voir le pétrole continuer à progresser dans les 100, 120 $. Chose certaine, les Chinois ont joué quand même une drôle de carte, là, c'est-à-dire qu'ils ont énormément diminué, eux, leurs importations de pétrole il y a quelques mois quand le conflit a débuté. On ne sait pas exactement, la Chine, c'est toujours un régime un peu opaque, là, dont on ne sait pas trop quelle est la qualité de l'information, mais est-ce que vraiment ils ont réussi à diminuer leur consommation intérieure parce qu'on sait que c'est des leaders dans les énergies renouvelables, c'est les panneaux solaires, les batteries, etc. Ou est-ce qu'ils grugent dans leurs réserves, puis est-ce qu'ils sont sur le point de ne plus en avoir, là? Donc, pour l'instant, la Chine, c'est un peu le gros point d'interrogation parce que si demain, pour continuer à faire tourner les usines, ils doivent revenir sur les marchés internationaux puis dire on ramène notre demande alors que l'offre est complètement amputée, là, on pourrait voir le baril augmenter beaucoup, beaucoup. J'ai écouté plein de balados sur ce sujet-là. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire là, 1 heure là-dessus, Alex, mais ce n'est pas le but ce matin. Oui, ça va être 1 heure condensée en 5 minutes. Mais Francis, il ne faut pas oublier une chose, parce que quand on revoit là, le prix du baril de frôler le 100 $, le baril, c'est parce qu'au quotidien, chez nous, ça se reflète sur un paquet d'affaires. Parce que, pensons au transport, pensons à toutes les industries, l'industrie manufacturière, tous les produits qu'on va avoir, là, qu'on va acheter au magasin, il faut l'amener jusqu'au magasin. Quand on va à l'épicerie, il faut amener les denrées, les fruits et légumes. Alors là, on est reparti sur un autre tour de manège. Là. Et tu connais ma posture sur les véhicules personnels. Là. Je considère qu'au Québec, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas rouler électrique, mais je ne veux pas rouvrir ce débat-là là, pour une énième fois. Par contre, ce que tu viens de dire est très intéressant et très juste. Les camionneurs qui sont à l'écoute, les agriculteurs, eux, ils n'ont pas d'alternative. Tesla dit depuis longtemps qu'ils vont faire un semi-électrique, mais les bornes de recharge. J'entends les gens dire les bornes de recharge pour les autos individuelles. Ça me fait un peu rigoler, mais pour les camions, c'est vrai, là, il te faut genre du 1 mégawatt. Là, ça n'existe pas, ce type d'infrastructure-là. Et donc, c'est pas vrai que demain matin, les camions qui font Toronto-Montréal tous les matins, ils vont se recharger là, comme ça tout bonnement. Ça fait en sorte que, on doit, comme tu le dis, avoir du diesel dans les camions. Les agriculteurs, il n'y a pas d'alternative tracteur, moissonneuse, etc. dans l'électrique, ou du moins s'il y en a, c'est excessivement cher. Donc, pour l'instant, comme tu le dis, il y a beaucoup de ces intrants-là qui sont ce qu'on mange, ce qu'on consomme, ce qu'on achète au dépanneur et à l'épicerie qui vont être impactés tôt ou tard. Ce qu'on peut espérer, puis c'est ce que disait la Banque du Canada, c'est que c'est comme un truc passager et donc il n'y aura pas d'impact à long terme sur les prix. Mais imaginons un scénario dans lequel le pétrole reste à 100 ou 120 $ pendant encore 6 mois. C'est sûr que là, tout le reste de l'économie va en souffrir parce que forcément, si le prix de l'épicerie augmente, toi, tu vas vouloir une augmentation salariale, ce qui fait qu'il va falloir vendre la pub plus cher, ce qui fait que tout le système s'emballe dans ce temps-là et donc on peut souhaiter encore une fois un apaisement le plus rapidement possible. Tu signes un texte très intéressant dans le journal sur
les courtiers immobiliers. Et là, c'est intéressant parce que là, tu viens piquer aussi cette profession-là. On s'aperçoit là, qu'il y en a-tu tant que ça, une concurrence sur les prix? Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui avait dénoncé, là, qui était sorti, qui voulait faire une promotion, entre autres, avec un pourcentage de commission plus bas. Ça a mal viré. Là. Ça a mal viré pour lui, comme ça a mal viré pour un autre il y a un mois, Rémi Chapado, qu'on avait d'ailleurs accueilli à notre émission, Isabelle et moi. Mais c'est encore une fois, je vais être très clair, je ne picosse pas les courtiers. Hein. Non, c'est pas ton genre. Je suis pas. Non. Non. Je me lance pas dans une guerre contre les courtiers. J'aime les courtiers, j'en connais plusieurs. Je pense qu'il y en a qui font un excellent travail. On a la chance d'avoir Yannick Parent à l'émission sur une base régulière. Mais juste pour être sûr, t'as pas une maison, une propriété à vendre dans les prochaines semaines. C'est ça. C'est peut-être mieux de même. C'est l'industrie, en fait, qui me semble dysfonctionnelle. Et justement, le cas que tu décris, Samuel Bérubé, qui s'est fait exclure de son agence parce qu'il aurait voulu offrir publiquement un taux plus faible. Parce que dans les faits, et c'est ce que j'écris dans l'article, l'industrie, elle est pleine de gimmicks, elle est pleine de non-dits, elle est pleine de ces petits stratagèmes, elle est pleine de ce qu'on appelle des pocket listings, qui sont, du point de vue de l'OACQ, pas légaux, mais que tout le monde fait ça pareil. C'est comme une business où tout le monde a sa petite passe-passe, puis on fait comme si c'était pas là, puis là, de temps en temps, on en sort un du chapeau, puis on dit « Ah, regardez, lui, c'est un criminel. Elle a fait des fausses offres. » Tout le monde fait ça. Là. Je veux dire, je veux pas comme faire de la peine, les amis, mais j'ai transigé plusieurs propriétés. J'ai bien des amis. Je suis très intéressé par cette industrie-là. C'est une industrie qui est peuplée de ces gimmicks-là. Et à chaque fois qu'on en parle, je reçois des messages de courtiers, d'associations. « Ah, mais vous comprenez, monsieur, c'est difficile, les horaires atypiques, l'industrie a beaucoup changé. » Mais tu sais, le milieu de l'infirmière a beaucoup changé, les camionneurs ont beaucoup changé. Il y a beaucoup de business qui ont beaucoup changé et pourtant, leur salaire à eux n'a pas doublé depuis 10 ans comme la valeur des propriétés. Et donc là, je suis quand même un petit peu, pas fâché, mais un petit peu surpris que personne ne fasse rien. T'sais, dans une industrie comme celle-là, puis même à l'échelle consolidée, Alex, le PIB du courtage a plus que doublé depuis 10 ans. C'est-à-dire que la capture qu'on prend là, sur l'économie québécoise est passée d'un petit peu moins d'1 milliard de dollars à plus de 2 milliards de dollars. C'est une rente qu'on extrait au marché de l'immobilier. Puis à un moment donné, je me pose la question, puis je pense que beaucoup de Québécois se posent la question, pourquoi est-ce qu'on est à ce point fermé à toute forme de concurrence? Il y a eu du proprio à une époque, il y a eu Ubi qui a été lancé il y a un an, et à chaque fois, c'est les injonctions, puis les menaces de poursuite, puis le clou du spectacle pour moi, Alex, puis quand même là-dessus, je m'en prends un peu effectivement, spécifiquement au courtier, c'est la plateforme Centris, qui appartient au courtier, puis qui détient toutes les informations hyper importantes auxquelles toi puis moi, comme consommateur, on devrait avoir accès. Là. Dans un marché libre, là, tu veux savoir le prix, tu veux savoir le temps que ça a passé sur le marché, tu veux savoir à quel prix c'était affiché puis à quel prix ça a closé. Cette information-là, elle est importante à connaître pour tout le monde, puis on nous fait valoir que parce que Centris, ça appartient au courtier, c'est une information privilégiée puis c'est de la propriété intellectuelle. Je suis désolé, c'est pas comme ça que marchent des marchés concurrentiels et donc, ultimement, j'en appelle à l'industrie à se prendre en charge et sinon, aux élus à prendre des mesures beaucoup plus sévères pour ramener de la concurrence là-dedans. Je dis pas qu'il faut pas bien gagner sa vie comme courtier, mais c'est pas normal qu'il y ait pas des gens qui puissent offrir officiellement, de manière publique, du 0,5%, du 1%, du 2%, du 14% si ça leur tente. Mais il devrait y avoir toute l'étendue des pourcentages et toute l'étendue des services qui va avec ça. Et actuellement, ce n'est pas du tout ce qu'on observe sur le marché. Ça laisse croire, et de manière assez évidente, qu'il y a de la collusion. Yannick Parent, il n'aime pas que j'appelle ça un cartel. Ben, on va pas appeler ça un cartel, mais on va appeler ça quand même une industrie qui fait de l'entre-soi puis qui n'accepte pas la concurrence. Puis ça, c'est inacceptable dans une économie comme le Québec. C'est sûr qu'il y en a 2-3 qui font de l'argent à la quantité que je vois passer sur les réseaux sociaux là, qui sont en train de flasher leur belle montre, leur belle voiture. Puis tu sais, quand tu regardes les chiffres, regarde là, juste le boom du prix des propriétés. Là. Et quand même, tu me charges 3% de commission. Là. Okay? Ben si, à un moment donné, là, c'est rendu qu'un cabanon, on vend ça 800 000. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Fait que ton 3% de 800 000, c'est pas comme un 3% de 200 000. C'est ça. Non. Alors, on dirait que le pourcentage selon le prix va varier. C'est comme si on t'attaque pas à bonne chose.
Ouais, mais en fait, puis c'est là où c'est aussi un élément de l'article. Mettons 3% de 800 000. Le courtier va dire, ouais, mais là, j'ai des coûts. Je suis comme, fine, mets-les par écrit tes coûts. Dévoile-moi tes coûts, parce que là, il y a l'agence, il y a la bannière, il y a les associations, il y a l'encadrement. C'est cette opacité, moi, qui me tue, honnêtement. Que tu charges 3 ou 8 ou 28%, c'est pas tellement... Encore une fois, je m'en prends pas au pourcentage. Je m'en prends au fait qu'on dissimule l'information. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu le dis bien, tu vends un cabanon 800 000, ben coudonc, je vais-tu donner 40, 50, 60 000 à quelqu'un qui a fait un peu de paperasse, 3-4 photos puis une coupe de visite? C'est l'impression qu'on a. Et si vous voulez défaire cette impression-là, ben ultimement, ouvrez le kimono, les amis, montrez-nous tous vos coûts, puis peut-être qu'on va réaliser que les agences prennent trop d'argent, peut-être qu'on va réaliser que les bannières prennent trop d'argent, peut-être qu'on va réaliser que tout ce système-là a trop d'intermédiaires. Mais si on veut faire le ménage, puis je pense qu'un ménage est plus que dû, ben, il va falloir qu'on mette un peu de transparence de la plateforme jusqu'à la manière de rémunérer, jusqu'aux raisons qui poussent des gars comme Samuel Desbéribé puis Rémi Chapado à se faire éjecter de l'industrie. Comme je le dis, il n'y a jamais de fumée sans feu, là, puis à un moment donné, là, ça commence à sentir pas mal mauvais autour du courtage immobilier au Québec. Puis tu sais ce qu'on dit des fois quand on ouvre le kimono, on a des petites surprises.